forêts de la RDC couvrent une superficie estimée à 155 millions d'hectares, soit 67% du territoire national et représenterait près de la moitié des forêts tropicales humides d'Afrique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce magazine écologique Objectif Vert qui s'ouvre aujourd'hui depuis le jardin botanique de Kinshasa. Le couvert forestier ralentit les vents et maintient le sol en limitant ainsi la progression des érosions. Cependant, détruire les forêts libère les gaz à effet de serre contenus dans la biomasse et les sols forestiers, comme c'est le cas dans le bassin de l'Amazonie. Heureusement, ce n'est pas le cas du bassin du Congo et particulièrement des forêts de la RDC. Des forêts de Mayombe dans le Congo central, en passant par les forêts de Miombo dans le Grand Katanga ou encore les forêts équatoriales dans les provinces de la Chopo ou encore de l'Équateur. Ce numéro est consacré exclusivement aux forêts de la RDC face aux enjeux climatiques. Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre du directeur exécutif du Centre d'appui à la gestion durable des forêts tropicales, en la personne de Théophile Gata, avec qui nous avons échangé globalement sur la place des forêts congolaises, sur les enjeux climatiques. Je vous invite à suivre notre entretien et on se retrouve tout juste après. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Comme annoncé, nous allons recevoir pour vous le directeur exécutif du Centre d'appui à la gestion durable des forêts tropicales, en la personne de M. Théophile Gata, avec qui nous allons échanger des enjeux des forêts de la RDC face aux défis climatiques de l'heure. Pour cela, je vais dire bonjour à M. Théophile. Bonjour Madame la journaliste. Merci de nous accueillir dans votre bureau pour échanger sur cette thématique. Merci. Alors, d'entrée des jeux, qui représente les forêts de la RDC actuellement au niveau mondial? Bien, merci Madame. Comme vous le savez, les forêts de la RDC couvrent 60% des forêts tropicales du bassin du Congo, africaine, et 10% des forêts mondiales. Ces forêts sont très, très importantes, non pas seulement pour la survie des populations congolaises, parce que elles sont pourvoyeuses de tout le bien de première nécessité en termes de nourriture, en termes de médicaments, et aussi elles sont très importantes pour l'humanité entière, en ce qu'elles jouent un rôle très important dans l'équilibre climatique mondial. Vous savez que ce sont les forêts qui séquestrent le carbone, qui est émis dans l'atmosphère par les activités anthropiques. Pas qu'en RDC. Pas qu'en RDC, bien sûr, à travers le monde, mais ces forêts de la RDC jouent un rôle important dans la séquestration de carbone. Et de par son rôle en tant que deuxième poumon, d'ailleurs, je dois vous le dire, les forêts tropicales africaines, et particulièrement celles de la RDC qui englobe les 60%, constituent aujourd'hui les premiers poumons au vu des activités de destruction qui sont entreprises au niveau du bassin amazonien. Donc, aujourd'hui, les mesures qui sont prélevées avec le tour à flux de Yangambi prouvent que finalement, ce sont les forêts tropicales africaines qui constituent les premiers poumons du monde. En termes de séquestration de carbone. Donc, nous sommes le pourvoyeur de l'oxygène dont l'humain a besoin pour survivre sur cette terre. Et ce rôle-là est très important et ça constitue un potentiel important, mais aussi ça constitue, comme qui dirait, une responsabilité énorme face au monde entier. Une responsabilité que la RDC en tant que pays devrait être conscient. Bien sûr. Alors, avant d'en arriver à comment utiliser son patrimoine forestier, je vais quand même revenir à, on appelle ça comment, aux dénominations, aux appellations, quand vous parlez des forêts tropicales. Du bassin du Congo. Est-ce que la RDC aurait des forêts qui ne sont pas tropicales aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, nous voyons que la ceinture tropicale du monde joue ce rôle-là très important dans les différents bassins, que ce soit le bassin amazonien, le bassin africain au niveau central et le bassin de l'Indonésie. Donc, Mekong. Ces trois bassins jouent un rôle important parce que de part et d'autre des tropiques, les forêts ne jouent pas ces grands rôles que jouent les forêts tropicales. Donc, vous comprendrez que de par sa position dans les trois bassins, les forêts tropicales africaines
dont 60% se trouvent en RDC, sont d'une importance capitale pour la survie mondiale. Alors, pour arriver à la question de la responsabilité de la RDC, donc, aujourd'hui, est-ce que toutes les provinces de la RDC, les 26 provinces, j'allais dire, sont concernées par les questions forestières? Bien sûr, madame. Quelle est cette province de la RDC où il n'y a pas de forêt? Toutes les provinces de la RDC ont de forêts. Sauf maintenant, quand il s'agit de parler de forêts tropicales, il y a des provinces qui sont plus concernées. Mais dans le Katanga, par exemple, il y a les forêts de Miombo qui jouent un rôle, de forêt claire qui joue un rôle très, très, très capital aussi. Mais par rapport aux forêts tropicales, en tout cas, quand vous regardez la ligne, vous verrez que finalement, toutes les provinces sont concernées de part et d'autre de la ligne de l'équateur. Nous avons toutes les provinces presque qui jouent un rôle très important dans l'équilibre climatique. La province, par exemple, du Congo central, je sais qu'il y a les Mayombe là-bas. Oui. La forêt de Mayombe, c'est une forêt très importante qui contribue à l'équilibre climatique de la région ici. En 77-78, il y a eu une sécheresse qui a sévi le Congo central et qui a failli toucher la capitale. C'était dû à la destruction effrénée de la forêt de Mayombe. Cette forêt est très importante parce qu'elle constitue une barrière de vents océaniques qui viennent au niveau de la côte. Et c'est cette barrière-là qui freine ces vents, les alizés, ce qu'on appelle les alizés. Alors, vers ces années-là, il y a eu une intense exploitation industrielle de ces forêts qui a fait qu'il y ait eu déforestation, il y a eu beaucoup d'ouverture dans les zones qui étaient jadis intactes de cette forêt-là, facilitant ainsi le mouvement de ces vents-là vers au-delà de la côte, et la province a connu cette sécheresse. Donc, les forêts de Mayombe sont très importantes. Alors, nous quittons les forêts de Mayombe pour aller vers l'est de la RDC. Quand on voit, par exemple, la chaîne des montagnes de Mitumba, nous sommes dans la province de Haut-Katanga, je crois, vers Kasenga, le territoire de Kasenga. Cette montagne qui va de là, qui va jusque dans les Kivu. À quoi sert cette... Parce que finalement, on ne sait pas, on voit les chaînes des montagnes. À quoi ça sert, ces chaînes des montagnes, dans cette partie-là? Bien, en fait, c'est un écosystème, n'est-ce pas, forestier, qui est utile pour beaucoup de choses, tant pour la préservation de la biodiversité que pour la séquestration de carbone. Toutes ces forêts, ces forêts jouent un rôle important. Mais là, le grand rôle est vraiment bien perçu au niveau de ces forêts tropicales qui sont tout autour de la ligne de l'équateur, qui jouent un rôle très important. Mais partout, les forêts contribuent à la séquestration de carbone parce que les activités anthropiques que nous décrions sont entreprises partout. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui vivent proches des forêts connaissent justement l'importance, non pas pour eux seulement, non pas pour la survie en termes d'alimentation, mais de la survie écologique qu'ont les forêts qu'ils côtoient au quotidien et tout. Je dois vous dire que les gens, à travers ne fût-ce que les conséquences qu'ils perçoivent sur les conséquences de leurs activités anthropiques, commencent à percevoir cette responsabilité qu'ils ont de pouvoir utiliser durablement les forêts. Parce que aujourd'hui, c'est partout où les gens sont en train de constater que les saisons culturelles décalent. Perturbées. Et que les pluies deviennent trop diluviennes. Que les érosions sont un peu partout. Et question seulement de pouvoir marteler sur ce qu'ils sont en train de vivre comme conséquence. Parce qu'ils peuvent s'aimer aujourd'hui. Après 3-4 jours, c'est un ensoleillement excessif qui s'ensuit jusqu'à détruire tout ce qu'ils ont semé. Ou alors ça pousse, au bout de quelques jours, il n'y a plus de pluie, rien ne peut pousser. Tout cela est bien perçu par les commun des mortels. Et parfois même, la rareté de certains produits forestiers qu'ils ont l'habitude de cueillir à des saisons bien spécifiques. Quand ils ne trouvent pas ça, à cause de perturbations climatiques, ils réalisent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un problème donc de pouvoir aller vers eux, de constater ça ensemble et ensemble de proposer des solutions. C'est quand il y aura une prise de conscience généralisée
de ces effets de changement climatique pour lesquels chacun doit se poser la question, que dois-je faire à mon niveau pour trouver une solution à tous ces problèmes qui impactent négativement le vécu quotidien. Cette prise de conscience dont vous faites allusion, directeur, est-elle aussi perceptible quand on sait qu'il n'est pas loin de Kinshasa ici, la province du Kwango constitue, on va dire, une des réserves pour les gens qui font le makala, les charbons. C'est là-bas qu'est coupé la plupart des arbres qui vont finir comme makala ici à Kinshasa. Est-ce que cette prise de conscience, elle est vraiment perceptible ou la prise de conscience peut bien être perceptible, mais mue par le besoin de survie. Les communautés se sentent obligées de continuer à entreprendre ces activités qui détruisent les forêts, parce qu'ils n'ont pas une autre alternative pour leur survie. Mais si aujourd'hui, nous qui sommes leurs accompagnateurs, nous qui sommes leurs gouvernants, nous pouvons réaliser que il y a un besoin auprès de ces communautés locales qu'on aille les écouter, pourquoi ils sont accrochés à telle ou telle autre activité qui détruit leur environnement avec des conséquences visibles à leur niveau, les écouter attentivement et ensemble trouver des solutions. Je pense que c'est là alors que la prise de conscience qui serait généralisée pourrait alors amener à des actions palliatives. D'accord. Quand vous parlez d'actions palliatives, vous voyez les actions en termes d'alternatives ou vous voyez les actions en termes de restrictions? Il faut parler plus des alternatives, madame. Okay. Parce que vous ne saurez pas faire fi aux besoins incompressibles des communautés locales pour leur survie. Ils ont besoin de faire la carbonisation pour avoir un peu de revenus, subvenir aux besoins domestiques de ménages, entre autres la scolarisation des enfants, entre autres les soins médicaux, entre autres les vêtements, et beaucoup d'autres besoins. Quand ces besoins ne trouvent pas une autre alternative comme source de revenus, ils s'adonnent à cette activité de carbonisation qui leur donne de l'argent en un temps record. Parce que mettre, par exemple, l'arachide dans le sol, il faut attendre 3 mois. Mettre même des légumes, même si c'est 1 mois ou je ne sais pas combien de jours, il y a toujours du temps. Il faut l'évacuation. Et il faut encore s'assurer qu'il y aura des commerçants qui viendront acheter à des prix acceptables pour qu'ils aient suffisamment de revenus. Oui. Mais quand ils entrent en forêt avec leur hache, ils coupent le bois en 2 semaines, oui. Ils peuvent produire 4, 5, 6 sacs de braise qu'ils vendent et ils ont l'argent pour résoudre le problème. Mais si on leur propose d'autres alternatives en termes d'activités génératrices de revenus, je pense que la prise de conscience sera généralisée et on peut espérer en ce moment-là atténuer les effets sur le changement climatique. Pour quitter un peu la sphère nationale pour aller à la sphère internationale, aujourd'hui les questions climatiques sont dans tous les débats. Les grands décideurs du monde parlent des questions climatiques, parlent des forêts de la RDC, les forêts des d'ailleurs également. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les efforts pour conserver ces forêts, les efforts pour conserver ces forêts justement sont aussi conséquents, j'allais dire, pour prétendre à une rétribution en faveur de nous, de la RDC? Au-delà des efforts, il faut un leadership pour faire voir à l'humanité entière que nous jouons réellement un rôle important et lequel rôle est en train de servir toute l'humanité entière et qu'en conséquence, on doit être payé. Si on a réellement un leadership politique fort, très très fort, comme par exemple le leadership politique en Amazonie et précisément au Brésil, où nous avons un président qui sait faire chanter la communauté internationale et avoir des financements importants pour pouvoir diminuer au fait les activités qui détruisent la forêt amazonienne. Donc nous ici, il y a un autre problème. Le problème que nous avons, c'est que de quelle manière nous organisons la gestion de nos forêts, du secteur forestier. Et nous avons entre autres l'exploitation industrielle du bois qui semble être réglementée. Le bois d'œuvre. Le bois d'œuvre. Il y a l'exploitation artisanale qui à ce jour devient phénoménale parce que incontrôlée,
parce que c'est tout le monde, que ce soit les légaux ou les illégaux, qui essayent, n'en parlons pas, qui essayent de se jeter dans ce secteur-là pour pouvoir couper du bois, parfois du bois qui n'a pas encore fait une promotion pour le pays, mais ils coupent tout parce qu'ils savent que ça c'est vraiment important. Nous avons les aspects de conservation aussi, beaucoup de presque 17%, 13 à 17% c'est un objectif long terme, mais 13 à 14% aujourd'hui sont des forêts qui sont mises sous cloche avec une biodiversité, disons, énorme, exceptionnelle au niveau du pays. Mais comment est-ce que nous vendons tout cela? Parce qu'aujourd'hui, Yangambi, les mesures qui sont faites à Yangambi nous prouvent que c'est nous, en fait, qui constituons les premiers poumons. C'est nous qui constituons les premiers poumons. De quelle manière, aujourd'hui, nous sommes en train de nous positionner pour pouvoir faire voir à l'opinion internationale que tout ce qui est mobilisé comme fonds à travers toutes ces réunions internationales de l'ONU sur les climats, sur la biodiversité, sur la désertification, que nous avons au moins une part importante. Quand il faut voir les actions qui sont menées par-ci, par-là, je revenais de la COP 16, Cali, sur la biodiversité, où le Congo a émis des propositions à l'opinion internationale pour voir comment est-ce qu'on peut, loin de tout ce qui est là comme fond, on peut créer d'autres choses pour pouvoir drainer de financements additionnels à tout ce qui est déjà prévu. Ça, c'est en termes des efforts pour la redistribution des bénéfices. Là, c'est en termes de paiement, pour l'effort de conservation dont bénéficie l'humanité entière. Donc, la ministre a mis sur la table une proposition comme quoi tous ceux qui utilisent par exemple, des logos, des emblèmes ayant trait aux produits forestiers, aux animaux et autres, puissent donner un peu d'argent sous forme de fonds philanthropiques pour que ça puisse contribuer aux efforts de conservation que nos pays sont en train de fournir. Écoutez, ça, ce sont des suggestions. Encore faudra-t-il que une option finale soit levée pour qu'on reconnaisse cela et qu'on puisse vraiment payer. Mais il faut reconnaître que dans tous ces efforts, il y a des choses qui manquent. Prenons par exemple le cas de l'ICCN, qui est l'institution en charge de la gestion des aires protégées. L'ICCN a-t-il le moyen qu'il faut pour réellement conserver tous ces parcs? Parce qu'aujourd'hui, il y a des parcs qui le sont et des réserves qui le sont de nom, qui ne sont plus sur le terrain bien gouvernés à cause du manque de moyens. Et les quelques aires protégées qui sont encore gérées, les sont, comme vous le dites, avec l'appui extérieur. Pourquoi est-ce que notre gouvernement ne peut pas mettre vraiment le paquet? Mettre le paquet. On devrait avoir dans le budget national une ligne budgétaire affectée, n'est-ce pas, à la préservation de ces forêts. Eh ben, parce qu'aussi, il faut le reconnaître, qu'à travers l'exploitation industrielle et l'exploitation artisanale, il y a des revenus qui entrent au trésor public. Comment ces revenus sont redistribués pour renforcer la protection au niveau des aires protégées, au niveau des forêts, pour assurer une gestion durable de ces forêts. Donc, il y a là une responsabilité qui incombe à nos gouvernements, aux décideurs politiques, de pouvoir mettre les moyens qu'il faut auprès des gestionnaires des aires protégées, auprès des gestionnaires des concessions forestières, que ce soit les concessions forestières des communautés locales, parce que aujourd'hui, vous devez savoir que l'État est parvenu à pouvoir donner l'opportunité aux communautés locales de demander des espaces forestiers et de gérer les ressources qu'elles contiennent. Mais ce processus qui avance à pas de tortue a besoin de moyens suffisants du gouvernement et non seulement des partenaires. On tend vers la fin de cette tranche écologique Objectif Vert avec le directeur exécutif
de ce centre d'appui à la gestion durable des forêts tropicales. Alors, directeur, en tout cas, comme ça, pour chuter, je voudrais quand même savoir que faire pour que les forêts congolaises continuent finalement à jouer leur rôle dans l'équilibre du climat mondial quand on sait que par-ci, par-là, il y a la déforestation qui va s'en place. Les vrais protecteurs de ces forêts, que sont les communautés locales et le peuple autochtone. C'est que nous avons trouvé ces arbres debout, avec un diamètre très large, ont été préservés par les communautés locales et le peuple autochtone. Je pense que si nous voulons continuer à jouer ce rôle, il faut associer ces communautés locales dans la gestion de ces forêts. Il faut, chaque fois que l'État concède une partie de ces forêts à un opérateur économique, qu'il puisse voir comment les détenteurs traditionnels de cet espace vont en tirer des dividendes. Et aujourd'hui, le gouvernement est allé très loin avec ce processus de foresterie communautaire qui responsabilise. Mais à ce jour, nous n'avons que 14 provinces qui sont là-dedans. Et c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Ça demande à ce qu'il y ait vraiment un encadrement, un accompagnement des communautés locales. Ça demande beaucoup de moyens. Lesquels moyens le gouvernement ne pourvoit pas des fiscs à ses services en charge du suivi de ce processus. Donc, si nous tenons réellement à bien protéger les forêts, nous devons, comprendre quels sont les savoirs endogènes des communautés locales et peuples autochtones qui ont jadis préservé ces forêts. Comment le valoriser? Comment le faire participer à cette gestion, tant des concessions qu'on donne aux opérateurs économiques que des aires protégées qu'on met sous cloche. Il faut associer les communautés locales. Alors, cette émission, on va vraiment s'expliquer par ici. Les forêts de la RDC face aux enjeux climatiques, c'était ça, en fait, la thématique qui était au cœur de ces échanges d'aujourd'hui, pour le compte de votre magazine Objectif Vert. Directeur, merci beaucoup une fois de plus pour votre temps. Alors, un mot, une phrase par rapport aux forêts et au climat en RDC. Un mot, une phrase, c'est entre autres comprendre que nous avons un potentiel énorme que nous pouvons offrir à l'humanité entière pour que nous puissions être payés. Mais avant d'être payés, il faut qu'on voit que les efforts liés à la gestion de ce patrimoine sont fournis pour associer toutes les parties prenantes en vue d'éviter les conflits dans lesquels nous nous retrouvons aujourd'hui face aux aires protégées, face aux concessions de conservation, face aux concessions forestières industrielles, face à l'exploitation artisanale du bois. Et une fois on associe les communautés locales et peuples autochtones dans la gestion de ce patrimoine et qu'on leur offre des alternatives, nous pensons que le rôle que nous allons jouer pour servir de poumon mondial, pour la préservation du climat mondial, pourrait être bien perçu et avec un leadership politique, on peut s'attendre à des paiements, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup de mécanismes qui sont mis en place au niveau international pour que le pays puisse concourir à ce financement. Mais il faut un leadership politique que nous n'avons pas encore. Avec le directeur Théo Gata, nous avons appris que faire ou que faut-il faire pour que les forêts congolaises puissent continuer à jouer leur rôle dans la régulation du climat au niveau mondial. Parmi les solutions qu'il a proposées, c'est entre autres la prise en compte des communautés riveraines à ces forêts dans la prise de décision au niveau local, mais surtout au niveau national. Mesdames et messieurs, ce numéro de votre magazine Objectif Vert touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir et à très, très bientôt.